Bien, merci de vous installer pour la poursuite de cette matinée avec Christian Rioux. Je vais annoncer même s'ils ne sont pas encore rentrés parce qu'ils sont... Oui, ça va aller parvenir. Donc Christian Rioux est directeur de projet au groupement de coopération sanitaire e-santé Bretagne. Donc il est avec nous pour les 40 prochaines minutes où on va développer la dimension technique, technologique, si on peut dire, du partage d'informations dans un monde numérique, de plus en plus numérique, avec des règles qui ont été évoquées déjà dans la matinée de partage, donc cadrées par différents référentiels et par différents textes juridiques qui soient présents dans le Code de la santé publique ou dans les règlements de la CNIL au plan français et au plan européen, puisqu'on a parlé du règlement de protection des données, le RGPD, qui est un document d'application européenne. Alors, Christian Rioux, vous allez peut-être commencer par nous indiquer, si on ne vous connaît pas si bien que ça, quelle est la mission de ce groupement de coopération sanitaire e-santé en Bretagne et quelle est votre activité au sein de ce groupement. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir permis de participer à cette journée qui s'annonce effectivement très intéressante. Alors le groupement de coopération sanitaire GCS e-santé Bretagne, c'est une structure à but non lucratif qui a pour objectif, pour mission, de fournir du service en matière de numérique à ses adhérents. Ces adhérents, ce sont les professionnels de la santé au sens large en région Bretagne. Donc les établissements, les libéraux, les établissements sanitaires et médico-sociaux autant que les établissements hospitaliers. Alors on a une gouvernance, comme de manière très classique dans les structures coopératives, avec 5 collèges, les établissements publics, privés à but non lucratif, privés de droit commercial, et puis un collège pour les libéraux et un collège pour tous les dispositifs qui jouent un rôle autour de la coordination, les DAC, les TND, les réseaux type cancérologie, 3C, etc. Dans ce panel-là, il faut aussi ajouter le fait qu'on est le GRAD en Bretagne, c'est-à-dire le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. En tant que GCS, on est plutôt une émanation de nos adhérents, qu'on soutient, qu'on accompagne. En tant que GRAD, on est le représentant aux côtés de l'ARS des grands programmes nationaux. On a évoqué tout à l'heure Open, SUNES, le Ségur, tout ce qui vise à mettre en œuvre Ma Santé 2022, les référentiels, les services socles qui vont permettre demain l'interopérabilité et l'amélioration de la dimension numérique, on va dire, des outils au service des prises en charge. Alors, petite précision, est-ce que les usagers du système de santé, le grand public, peut être considéré comme concernés par les activités du GCS? Est-ce qu'il y a des adhésions d'associations de patients, etc. Bonne question. Est-ce que ça pourrait être on a des relations avec certaines associations, ça c'est sûr. On travaille souvent avec la CRSA. Sur le volet, régional, au plan régional. Au plan régional, tout à fait. Santé autonomie, le conseil... Non. Alors la CRSA, c'est le nom exact m'échappe. La conférence régionale santé autonomie. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Organisme de démocratie en santé, avec qui on échange et qui nous invite régulièrement d'ailleurs à participer à ces travaux. Donc il y a effectivement une relation avec la dimension usagée, mais elle n'est pas directe, au sens où en particulier on n'a pas de représentation des usagers de manière explicite dans la gouvernance, c'est un fait. Alors si on rentre sur le sujet de partage, d'échange, donc qu'on a évoqué depuis ce matin, en voyant bien quelles étaient les définitions et les délimitations de ces actions et de ces activités, sur quel développement vous vous appuyez et quel développement vous proposez sur le plan des solutions numériques, logicielles, etc. Alors on met en œuvre un certain nombre de solutions numériques qui peuvent être utilisées par nos adhérents.
Historiquement, c'était des solutions qui étaient très ciblées, par exemple sur la cancérologie avec les dossiers communicants de cancéro, comme ça existe dans toutes les régions. Et puis on en est venu petit à petit à des solutions plus orientées autour de la coordination. D'abord avec le projet Goualen qui est né en 2016 et qui équipait à l'époque les PTA, les Maya et un certain nombre de réseaux, et qui aujourd'hui donc équipe les DAC, les plateformes TND et toujours les réseaux. On a aussi des solutions qui sont plutôt tournées vers la coordination usuelle. En particulier, je pense à Mobility by Globule, qui est une solution qu'on peut appeler un WhatsApp sécurisé de santé. C'est caricatural dans la présentation, mais c'est à peu près ce que ça fait, et qui peut être utilisé par des acteurs tant en ville qu'en structure ou entre eux. Alors, dans tout ça, ce qu'il faut vraiment bien prendre en compte, c'est le fait que notre travail, au final, c'est d'outiller des coopérations. On parle de plus en plus de parcours de patients. On a parlé tout à l'heure d'équipe de soins. L'équipe de soins, c'est l'ensemble des personnes qui vont interagir dans la durée autour du patient et qui, de ce fait, vont être amenées à coopérer entre eux. Et les outils numériques qu'on amène, ils ont pour objet, en fin de compte, de faciliter la coopération. Ce qui fait que le premier point à traiter avant de penser numérique, c'est de penser organisation. Et qui dit organisation dit définition de la maille territoriale à l'échelle de laquelle l'organisation se met en place. On a des organisations qui se mettent en place au niveau régional, d'autres qui se mettent en place au niveau départemental, d'autres au niveau territorial, voire local. Les uns n'excluent pas les autres. Il n'y a pas de raison, et il nous appartient à nous de nous adapter en fonction des projets et des problématiques qui nous sont soumises, de manière à amener des outils qui soient, je dirais, suffisamment adaptables pour répondre aux demandes des uns et des autres. Parce que vous avez une double vocation, à la fois donc de faire connaître sur le territoire et sur les territoires, au plan local et régional, les outils considérés comme nationaux, type messagerie sécurisée de santé, mais également à faire émerger des solutions qui seraient donc des solutions adaptées aux besoins qui vous sont apportés par les acteurs locaux. Donc vous avez cité deux types d'outils. Donc il y en a un qui est plutôt du type plateforme où on va déposer des documents qui peuvent être partagés, et un autre qui est plutôt du type, donc vous avez cité le WhatsApp, où on est dans l'interpersonnel, la communication interprofessionnelle. Tout à fait, c'est beaucoup plus libre. En fait, le premier outil, c'est surtout un outil pour ce qu'on appelle les coordinations complexes. Donc c'est un outil dans lequel le patient va avoir un dossier et une structure ou une personne dans une structure va être en charge de l'animation et de faire vivre ce dossier. Donc il y a une entité qui pilote. Dans la logique Mobility, on est plutôt dans une logique d'échange, sans nécessairement que l'un des partenaires qui participe à la prise en charge ait un rôle de coordinateur plus marqué qu'un autre. Donc on est dans des postures qui sont différentes et des fonctionnalités autour des outils qui sont différentes. Et c'est connecté avec les trucs nationaux, enfin je dis trucs, messagerie, etc. Alors effectivement, on a de la messagerie sécurisée dans Goualen. On est en train de travailler à la mise en place de l'alimentation DMP pour les documents qui sont produits à l'intérieur. Pour Mobility, c'est différent. L'enjeu, c'est plutôt d'être conforme à l'INS, pour le coup, qui est un autre sujet important aussi. L'identifiant national de santé, qui est très important pour l'interopérabilité. Parce que c'est un outil qui est plutôt un outil d'échange, et vous savez qu'en fait, en particulier pour l'alimentation du DMP, on ne dépose dans le DMP que les outils qu'on produit en propre, pas les outils qu'on a produits ailleurs et qu'on s'échange ensuite. Donc il y a des dimensions qui ne sont pas tout à fait les mêmes à ce niveau-là. Oui, en d'autres termes, on dépose dans le DMP ce qui a été produit dans un système d'information hospitalier. Par exemple, une consultation hospitalière donne lieu à un compte-rendu ou un résultat de biologie, etc. Donc ça existe dans une organisation de type hospitalière ou chez un médecin libéral, ça rentre dans le DMP. Oui. C'est différent de ce qu'on trouve sur les plateformes de type coordination. Alors oui, mais on a aussi sur les plateformes de coordination quelques documents de synthèse ou projets personnalisés de coordination de soins, le PPCS, qui est cadré par l'HAS, qui sont des documents qui ont vocation aussi, qui sont produits au sein de cette plateforme par les équipes de coordination en relation avec l'équipe de soins, et qui ont vocation à être déposés dans le DMP à terme également. D'accord. Oui, parce que le point fort d'une plateforme de coordination, c'est effectivement d'aller vers le projet qui est
conçus autour de la prise en charge, de la prise en soin des personnes concernées. Tout à fait. Ok. Alors, ça se développe sur le plan sanitaire, on va dire. Sur le plan des plateformes, donc il y a un partage avec des acteurs du champ médico-social et social. Oui. Avec des accès alors on a des possibilités d'accès effectivement qui existent, mais qui ne sont pas forcément très utilisées. Et ça ramène à ce que j'évoquais en début d'entretien, la question des coopérations et des organisations effectives sur le territoire. Je vais vous donner un exemple très simple. Ça là, vous savez tous ce que c'est. C'est un téléphone. Il marche. Il fonctionne, il n'y a pas de problème, il est dans ma poche. Mais c'est pas parce que j'ai le téléphone que je parle à ma belle-mère. C'est pas parce que j'ai le téléphone que je parle à ma belle-mère. Je parle à ma belle-mère si on s'entend bien et si on a des choses à se dire. Et si on s'entend bien et qu'on a des choses à se dire, on a envie de se parler. Et du coup, je vais utiliser mon téléphone pour lui parler. Pour les outils numériques, en matière de coopération avec les soignants, c'est exactement la même chose. Si vous vous organisez à l'échelle d'un territoire, quelle que soit la taille de ce territoire, pour vous parler, pour échanger, parce que vous estimez que c'est nécessaire, on trouvera des chemins pour mettre en place des outils qui servent à quelque chose et qui vous facilitent la vie. Mais il est complètement illusoire de rêver que parce qu'un outil existe, vous allez vous mettre à vous parler. C'est pas l'outil qui fait que vous commencez à travailler. Et ça, c'est un point qui est fondamental quand on outille au niveau numérique dans le secteur de la santé. Il faut bien travailler la question de l'activité, des organisations, des gouvernances, préalablement à la dimension numérique du projet. Alors, ce n'est pas pour autant que vous allez répondre à tout type de demande, de solutions en partant de zéro. C'est-à-dire qu'on va venir avec une demande auprès de vous, mais vous allez quand même essayer d'utiliser l'existant. Oui, nécessairement. On ne peut pas faire du cas par cas systématique, tout simplement parce que la gestion de projet et la gestion du financement des projets dans de telles circonstances serait complexe. Donc on a forcément une logique de mutualisation qui fait qu'on propose des outils au niveau régional, on cherche à proposer des capacités ou à retenir collectivement des outils qui soient suffisamment souples pour qu'on puisse adapter les choses au moins jusqu'à un certain point, mais il y a toujours un travail de co-construction. Une fois que l'organisation commence à émerger, qu'on sait ce qu'on veut faire, on regarde les outils disponibles, on voit ce qu'il est effectivement possible de faire collectivement. Alors dans le champ de la santé mentale, qu'est-ce que vous avez comme réalisation aujourd'hui ? Eh bien, dans le champ de la santé mentale, rien de très spécifique aujourd'hui. Historiquement, je dirais que pour le champ de la santé mentale, pour ce qui est des établissements, qui sont, il faut bien le dire, le point de départ du GCS. Au début, on a existé d'abord et avant tout pour mettre en place des services pour les établissements de santé. Donc les établissements de santé mentale étaient traités entre guillemets comme les autres. C'est-à-dire qu'on a amené des services classiques de réseaux sécurisés partagés, de visioconférences, enfin ce que le GCS faisait il y a quelques années et qui était une grosse partie de son activité. Quand on en est venu au sujet des outils de coordination, tout d'abord, on était moins sur le versant établissement et plus sur le versant dispositif de coordination, réseau de santé, enfin ce qui allait devenir ce que sont aujourd'hui les DAC. Et puis, quand on a mis en place à côté de Goualen Mobility, on a effectivement eu plusieurs échanges avec des gens qui étaient intéressés pour du partage d'informations, en tout cas qui recherchaient une solution pour partager de l'information dans le champ de la santé mentale. En règle générale, on a buté sur des problèmes liés à la confidentialité et aux accès des uns et des autres. Et on a ici un point dur qui est l'une des raisons pour lesquelles je suis là, parce que je suis très intéressé à l'idée d'avoir l'occasion d'échanger avec vous tous sur ces éléments. Pour être un peu caricatural, moi là j'ai une hernie discale, ça se voit pas, je me tiens un peu de travers, mais bon, c'est assez vivable. Et là, il y a 15 jours, j'ai eu le Covid. C'est des infos que je peux partager assez facilement avec vous. Mais si j'avais une addiction, c'est peut-être pas une information que je partagerais aussi facilement avec vous. Et ce qu'on met en place comme coopération dans d'autres champs de la santé au sens large, dans le champ de la santé mentale, c'est parfois un peu plus compliqué à mettre en place, surtout si on veut des outils qui restent simples, parce que quand les outils sont simples, forcément, le contrôle a priori du partage de l'information n'est pas très strict.
Parce que s'il est trop strict, en fait, l'outil est inutilisable par les professionnels. Donc on a toujours en fait un équilibre à trouver entre d'un côté le degré de confidentialité qu'on veut protéger et de l'autre le degré de facilité de l'outil, parce que si l'outil n'est pas simple à utiliser, on n'a pas d'usage, et si on n'a pas d'usage, l'outil ne sert à rien. Et dans la santé mentale, à ma connaissance, aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment travaillé le sujet, on n'est pas encore allé au fond des choses pour voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter malgré tout, compte tenu des limites qu'il ne faut pas qu'on nie, et compte tenu de vos particularités en santé mentale qui sont aussi réelles et qu'il ne faut pas nier non plus. Donc il y a un sujet qui me semble pas forcément simple, mais qui est intéressant. Et je pense qu'on doit pouvoir trouver des espaces, des sujets sur lesquels il y a des coopérations qui peuvent s'outiller sans que ce soit trop engageant, sans doute en inventant des façons de faire un peu différentes, peut-être en impliquant un peu plus les patients que ce qu'on fait dans d'autres situations, effectivement, parce que c'est un sujet qui est particulier. Mais il y a certainement des choses qu'il faut creuser dans cette direction-là, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que sur la santé mentale, de manière spécifique, on a quand même assez peu d'usage. À part, bien sûr, messagerie sécurisée, accès réseau, visioconférence, enfin ce qui se fait par ailleurs. Sur le plan, donc vous avez évoqué des contrôles a priori, c'est là où on peut considérer qu'on est le plus près du but, sachant qu'il y a des identités numériques nationales bien claires, alors qui ne concernent pas forcément encore tous les professionnels et tous les champs professionnels. Oui. Il y a encore du travail sur les champs professionnels à couvrir. Effectivement, on a alors pour revenir sur ce qui a déjà été évoqué tout à l'heure, alors d'abord sur l'angle réglementaire, puis sous l'angle éthique, ce qui est intéressant, alors sous l'angle des outils, hein, pour revenir un peu sur ce que disait tout à l'heure Dimitri, dans la question du contrôle d'accès, il y a plusieurs dimensions. Si vous mettez en place un service numérique dans lequel vous rendez le contrôle d'accès tellement compliqué que c'est absolument barbifiant pour les utilisateurs, vous n'avez pas d'usage. Alors je vous rassure, tout sera sécurisé. Dans la mesure où il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de transmission d'informations, il n'y a pas de risque de perte d'informations. Sauf que le machin, il ne sert à rien. À l'opposé, si c'est open bar et que vous ouvrez tout à tout le monde, vous posez d'autres problèmes, en particulier aux patients qui n'ont pas forcément envie que leurs informations soient divulguées dans tous les sens. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu entre les deux. Il y a donc nécessairement une partie du contrôle qui va s'exercer a priori, et c'est vrai que pour ça, les travaux qui sont en cours sur ce qu'on appelle le RPPS+, c'est-à-dire la mise en place d'un annuaire national qui permette de référencer d'une part les personnes qui exercent de manière légitime une profession réglementée, et d'autre part les personnes qui n'exercent pas une profession réglementée mais qui interviennent potentiellement dans la prise en charge de manière légitime, mettre toutes ces personnes-là dans un annuaire qui permettent de les identifier et de dire ok, ces personnes-là on les connaît, elles sont là de manière légitime, et donc on va pouvoir leur donner au moins un début d'accès à quelque chose. Alors en clair, RPPS, donc c'est répertoire partagé des professionnels de santé au cas où. Merci. Donc ça, c'est la partie contrôle a priori. Et puis il y a le deuxième sujet, c'est le contrôle a posteriori. Le contrôle a posteriori, il passe par essentiellement deux grandes fonctions. La première, c'est l'authentification forte. Si on veut contrôler ce qui est fait, il faut qu'on soit sûr de qui a fait quoi, donc on soit sûr de qui se connecte. Et ça, c'est ce qui a été la carte CPS, alors qui a connu le succès qu'on sait, mais surtout la ICPS qui est arrivée grâce à la crise Covid, il faut bien appeler un chat un chat, et qui est quand même quelque chose d'assez intéressant, et qui va pouvoir s'appuyer justement sur le RPPS qu'on évoquait. Donc là, la question de l'identification de qui fait quoi et de la certitude que c'est bien la bonne personne qui fait, on va la voir. Et ensuite, derrière, on a simplement des mécanismes de traçabilité qui ont été évoqués qui permettent de faire du contrôle a posteriori. Donc il est probable, à mon avis, qu'entre une partie du contrôle a priori, une partie du contrôle a posteriori, on arrive à mettre en place des solutions dans lesquelles, pour les utilisateurs, les choses soient suffisamment simples. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'outil numérique, il est là pour faciliter la communication entre les acteurs ou tout au long du parcours dans les prises en charge. Si ça devient un sacerdoce de s'en servir, on n'apporte pas d'aide au final. Donc il faut qu'on arrive à rester suffisamment simple. Ça, c'est vraiment fondamental. Merci Christian pour ces éclairages. Et donc on a posé le contexte. Vous avez peut-être des précisions à profiter de la présence de Christian, mais il y a d'autres membres du groupement qui sont là et que vous pourrez interpeller aussi pendant les ateliers, je crois. Hein. Donc profitez de la présence du groupement pour discuter sur certains
sujet qui vous intéresse. En fait, je vais vous poser la question à vous et à Marguerite, parce que j'ai été frustré tout à l'heure, j'avais envie de poser cette question, puis j'ai pas eu le temps. En fait, comment vous définiriez l'un et l'autre la santé numérique, puisque c'est de ça dont il s'agit. Qu'est-ce que vous y mettez dedans et qu'est-ce que vous voudriez y voir mettre peut-être aussi? C'est ça qui serait intéressant à connaître. Vous, depuis votre expérience de coordination, d'usage des outils numériques et du déploiement numérique en santé, et puis le point de vue de l'avocate aussi, évidemment, est précieux. Je commence. Alors, pour moi, dans santé numérique, il y a essentiellement deux grandes dimensions. La première, c'est celle qui tourne autour de la prise en charge, au sens le plus large qu'on puisse imaginer. Donc on va être sur des outils qui permettent à des professionnels de faire leur métier, qui va leur permettre de colliger de la donnée, de tracer les actions qui ont pu être faites, de disposer d'aide par exemple à la prescription. C'est là aussi où on va trouver tous les outils de coordination qu'on a évoqués, et également tout ce qui relève de la télésanté, téléconsultation, téléexpertise, et aussi la télésurveillance, et donc toute la collecte de données qui va avec la télésurveillance. Tout ça, c'est ce qui est produit, et tout ce champ-là, en fait, va conduire à produire une gigantesque masse de données qui existe déjà aujourd'hui, qui est plus ou moins structurée, plus ou moins accessible, plus ou moins carrée. Et puis il y a un deuxième champ, c'est celui de l'exploitation de tout ça. C'est des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans, parce qu'on n'avait pas la puissance de calcul nécessaire pour traiter toutes ces données. C'est tout ce qui tourne autour du big data, de l'intelligence artificielle, et qui va permettre en fait d'ajouter une corde à l'arc des prises en charge, en utilisant toute l'information dont on dispose pour en sortir des outils supplémentaires qui restent à créer aujourd'hui la plupart du temps. Pour moi, la santé numérique, c'est essentiellement ça. Donc c'est une dimension, et je la revendique, qui est très numérique. Donc le regard de Marguerite. Merci pour cette question. Non, c'est vrai que c'est très large, je pense, parce que c'est en fait toutes les nouvelles technologies au service de la santé. Et très souvent, effectivement, on m'interroge sur le périmètre, sur ce périmètre-là, et on voit bien qu'en fait, on a tout ce qu'on a depuis des années, les DPI, les dossiers patients informatisés, les gestions administratives les outils de gestion administrative des patients, c'est l'informatisation entre guillemets du système de santé. Elle date d'il y a maintenant une cinquantaine d'années presque. Donc on est quand même sur un périmètre large, mais on voit de plus en plus d'usages et de plus en plus d'outils innovants, et qui implique des nouvelles problématiques et ou opportunités surtout. Les entrepôts de données de santé, c'est un exemple quand même formidable d'une opportunité pour la recherche, pour l'innovation. On a tous ces projets européens avec l'espace européen des données de santé, avec le Data Governance Act qui est censé favoriser l'utilisation, on va dire, secondaire des données, dont justement l'espace européen est une illustration. Au niveau, on va dire, évidemment national, mais aussi européen et mondial, on a une vraie opportunité au service de la santé pour permettre une médecine plus personnalisée, des parcours plus fluides. Voilà. Et je vais permettre d'ajouter, donc il y a ce qu'est la santé numérique, et puis il y a, alors je ne sais pas si on peut parler d'impact, je ne sais pas forcément le terme, mais en tout cas la relation entre ce qu'est la santé numérique et les acteurs de la santé. Et tout ce qui tourne autour de la conduite du changement, de la façon dont on accompagne la présentation des outils, dont on dimensionne les outils pour l'utilisation par les utilisateurs, enfin, tout ce qui fait que si on veut que ça fonctionne, on doit bien garder à l'esprit que un système d'information, contrairement à ce que pensent souvent les utilisateurs, c'est pas un logiciel. Un système d'information, c'est des machines, du logiciel, une direction des systèmes d'information qui fait tourner le tout, et des utilisateurs qui s'en servent. Et si on veut que l'ensemble fonctionne, il faut bien considérer l'ensemble pour ce qu'il est, et non pas les morceaux séparément les uns des autres. En résumé, un bon système d'information serait issu d'une bonne démocratie sanitaire. En tout cas, d'une bonne démocratie avec les utilisateurs du système qu'on regarde, parce que démocratie sanitaire, ça peut faire... non, ça veut dire participation. Ça fait un peu vaste, mais en tout cas, acteurs. oui, ça certainement, oui, certainement.
Merci beaucoup. On va continuer de toute façon pendant les ateliers, avec les synthèses, etc. Donc avec vous, Christian, et les autres membres représentants du GCS, puisqu'on va conclure la matinée avec un retour d'expérience, qui va être... donc merci Christian, quelques applaudissements pour votre participation. Et donc je vais demander à Sophie Gravier.